Bonsoir Cyril Chaboun. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. On est ravis que vous soyez sur le plateau de Clic. Je vous présente le général Ghislain Réty, mais j'ai cru comprendre que vous connaissiez un petit peu déjà. On s'est déjà croisés. Les Jeux paralympiques commencent dans 5 mois, Cyril. C'était un rêve d'y participer ? À la base, c'est pas un rêve, puisque moi j'étais militaire et c'était ma passion. Et c'est vrai que je pensais pas avoir un tel accident. Donc c'est venu plus après, pendant ma phase d'hospitalisation à Percy, où j'ai repris le sport et je commençais à penser quelle allait être ma vie future. Cyril Chaboun, vous avez 38 ans. Vous êtes né en Gironde et à 19 ans, après un BEP en électrotechnique, vous vous engagez dans le commando parachutiste de l'air numéro 30 à Bordeaux-Mérignac. Déjà, qu'est-ce que c'est pour commencer peut-être qu'un commando parachutiste ? Dans l'armée française, le commando parachutiste de l'air au sein de l'armée de l'air est une unité d'élite où la spécialité principale est la RESCO, donc la recherche et sauvetage au combat. C'est-à-dire que quand un avion de chasse vient s'éjecter, enfin des pilotes viennent s'éjecter en territoire hostile, il faut qu'un groupe commando aille les récupérer en zone non permissive. Donc c'était ce commando-là qui était en alerte sur les missions à l'étranger. Et vous voyagez partout dans le monde, sur différents terrains d'opération. On a l'Afghanistan, le Tchad, la Libye, entre autres, avant d'intégrer l'unité des forces spéciales en 2013, c'est l'élite. Et en 2016, 3 jours seulement après votre mariage, c'est l'accident dont vous parlez, dont vous êtes victime. Ça se passe à Mossoul, vous êtes en mission contre l'État islamique en Irak. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les dates, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, je me marie, je pars 3 jours après, et 10 jours après, il y a l'explosion. On était sur une mission d'appui des forces partenaires sur place et en surveillance de ce qui se passait en face. À un moment, un drone nous a survolés. Donc on est sensibilisé sur le fait que les drones pouvaient lâcher de l'explosif à la verticale, comme il se fait actuellement en Ukraine. Donc le drone nous a survolés. Normalement, on les abat. Et en fait, là, un autre facteur est rentré en compte, c'est que ce drone avait la même voilure que les drones des forces spéciales canadiennes qui n'étaient pas très loin de nous. Donc on a pris la décision de ne pas l'abattre au cas où, mais de se méfier. Donc on s'est protégé. Et le drone est parti plus loin. Il est tombé quelques centaines de mètres plus loin. Les forces partenaires ont été le récupérer pour le ramener pas loin de là où on était. Et nous, toujours dans le doute, moi j'étais à 4 mètres derrière un véhicule, mon camarade Guillaume était à 6 mètres derrière un autre véhicule. On a commencé à le prendre en photo pour envoyer aux Canadiens, au cas où ce soit le leur. Et il a explosé. Donc, il vous a coûté vos 2 jambes ? Alors sur place, il ne m'a pas coûté les 2 jambes, puisque en fait, il a explosé, je n'ai pas perdu connaissance, j'ai commencé à me checker, donc à me faire le bilan, et j'avais mes membres supérieurs qui fonctionnaient. Et quand j'ai checké le bas, ma jambe gauche était à moitié arrachée et la jambe droite était complète encore. Donc j'ai commencé à me médicaliser, à me passer le garrot. Et là, le reste du groupe est arrivé pour me prendre en compte et me stabiliser pour m'évacuer. Mais à quoi on pense à ce moment-là ? Rien, à sauver la vie. En fait, comme le disait le général tout à l'heure, on s'entraîne toujours au plus proche de la vérité, et même bien souvent plus dur que ce qu'on pourrait rencontrer sur la réalité. Du coup, on sait que les premières minutes sont hyper importantes pour sauver la vie d'un camarade ou sauver la vie. Donc, en fait, vu que j'étais toujours en capacité et toujours conscient de pouvoir le faire, ça a été mon réflexe, en fait, de me checker. Et quand j'ai vu que la jambe gauche était tenue par les lambeaux de peau et par le pantalon, le premier réflexe, ça a été de commencer à me passer le garrot pour arrêter l'hémorragie. Donc, pas de place pour la panique ? Après, que ce soit la peur, la panique, sur le moment, on n'y pense jamais trop. C'est souvent avant ou après, mais pas sur le moment, en fait. Suite à ça, il n'y a pas le temps. Suite à ça, il faut aussi vous reconstruire psychologiquement. J'imagine qu'on est traumatisé, il faut repartir, se battre. Et donc, en quoi le sport vous a aidé ? Quand est-ce que c'est devenu une option, en fait ? C'est devenu une option quand j'ai pu bouger de mon lit, puisqu'en fait, il n'y avait que ça que je pouvais faire. Je suis resté plus d'1 an à l'hôpital des armées à Percy et 3 mois à l'IT. Quand j'ai pu commencer à sortir de mon lit, ça a été la seule chose que je pouvais faire en rééducation, c'était ça, refaire du sport à mon niveau, puisque, par exemple, en développé couché, j'étais capable plus que de lever 500 grammes par bras, alors qu'une semaine avant, je levais 130 kilos. Donc, et pourquoi vous avez choisi le volley ?
Alors, le volley est venu un peu par hasard et ça a été le bon moment, on va dire, puisque quand je suis sorti de l'hôpital, quelques jours après ma sortie, j'ai un camarade qui avait déjà participé aux Jeux paralympiques qui m'appelle et qui me dit « Écoute, il y a une équipe de France de volley qui est en train de se créer pour les Jeux de Paris, est-ce que ça t'intéresse ?» Et en fait, je ne connaissais pas du tout. On l'avait découvert avec Guillaume pendant les phases de rééducation à l'hôpital, puisque le vendredi après-midi, les kinés mettaient un sport co en place pour que tout le monde puisse faire de la cohésion et que ça soit avec les valides, avec les soignants et les blessés. Mmh. Mais j'étais loin de penser que ça existait vraiment en sport de haut niveau et paralympique. Et qu'est-ce que justement, tout ce que vous avez traversé, l'armée aussi, vous apporte dans la pratique de votre discipline aujourd'hui? C'est surtout des valeurs qui sont communes entre le sport et l'armée. On peut en retrouver pas mal, surtout sur un sport d'équipe où il faut de la cohésion, il faut de l'entraide. Après, ça va plus loin que ça, puisqu'on est habitué à être dans des situations complexes. Donc, ça nous aide à gérer le stress quand on est en compétition internationale, à ne jamais lâcher l'affaire, en fait. Toujours aller de l'avant, même si on perd les points. Voilà, il y a le set d'après, le ballon d'après, c'est un nouveau point. Il faut remonter la pente et il ne faut pas lâcher, quoi. Donc, c'est toutes ces valeurs-là. Et à côté de ça, c'est aussi continuer à représenter le pays. Je le faisais en tant que militaire. Et là, je continue à le faire en tant que sportif de haut niveau sur peut-être les prochains Paralympiques qui vont être à Paris. Vous êtes aussi père de famille. Oui. Votre femme aussi est militaire. Elle travaille sur une base, vous me contredisez si je me trompe, mais aux États-Unis, une base de l'OTAN. C'est ça. Comment ça se passe, la vie de famille entre militaires comme ça ne doit pas être évident, j'imagine? Après, c'est jamais évident, puisque déjà, je crois, la première année ou la deuxième année, on est partis 4 mois chacun en mission, donc 8 mois quasiment sans se voir. Là, c'est un peu pareil, puisque du coup, je suis parti les installer. Je suis revenu à la fin de l'été pour reprendre ma préparation. Et du coup, j'essaie d'y aller tous les 2-3 mois voilà, pour garder le lien. Mais bon, maintenant, avec les visios, comparé à l'époque, quand on était en mission, des fois, on n'avait tout simplement pas le téléphone. Les visios, ça n'existait quasiment pas. Maintenant, on peut s'appeler quasiment tous les jours pour voir le petit. Donc, voilà, il y a un éloignement qui est moindre, quand même. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril, d'avoir été avec nous. On est avec vous pour les JO. On est à fond. L'or. Mais évidemment. On veut tous. On compte sur vous. On veut tous. Voilà.